Il n'est plus surprenant que des assassinats ciblés de ce type-là aient lieu depuis l'élimination du chef de la branche politique du Hamas en territoire iranien a pu avoir lieu par les moyens de l'armée israélienne. Donc il fallait comprendre à travers ça que ce serait pratiquement une puissance sans limite. Non seulement au-delà de ça, il y a eu l'assassinat du leader du Hezbollah au Liban. Et finalement, quand on sait que le Hamas même est en partie une création de l'État d'Israël, et quand on sait qu'Israël a instrumentalisé le Hamas, on pouvait se dire qu'Israël en détient le mode opératoire et en sait beaucoup sur les arcanes, les secrets du Hamas, y compris de sa branche armée. Donc désormais, à partir de ça, on n'a plus besoin d'un dessin pour comprendre la détermination de l'État d'Israël, en tout cas du Premier ministre et de son équipe, à éliminer tout ce qui le gêne dans sa stratégie de stabilisation de la situation au Moyen-Orient, ou pour ne pas dire en Palestine, pour peut-être ou pour probablement aller vers le choix d'autres interlocuteurs plus convenables. Il semble que cette situation réponde à un agenda secret au niveau même des soutiens d'Israël et à travers un certain partage des rôles. Peut-être que la stratégie a été de réduire au silence, pour ne pas dire de supprimer ceux des interlocuteurs du moment qui se montraient trop radicaux ou en tout cas inflexibles. La question est de savoir si vraiment on aura une accalmie de sitôt avec l'émergence des nouveaux leaders, parce que de toute façon la cause palestinienne ne manquera jamais de leaders. Mais ceux qui vont succéder à ceux qui viennent d'être assassinés, au-delà du discours de revanche, vont-ils pouvoir être porteurs d'une stratégie qui permette d'aller à la paix des braves en attendant d'autres rebondissements?